Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Vous croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. C'est quoi un flop finalement? Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Palimpseste, il est 10h53. On commence la matinale aujourd'hui avec notre édito politique où je reçois à la table des invités très spéciaux. Ximista, qui s'affirme fièrement anarchiste, même s'il préfère lire des livres en buvant du thé que de lancer des pavés. Antoine, le grand bourdieusien de la promo. Il a lu le champ littéraire plus de 100 fois à l'endroit et à l'envers. Et on dit qu'il se répète tous les soirs avant de dormir son leitmotiv, je cite « Le sociologue rompt le cercle enchanté en essayant de faire savoir ce que l'univers du savoir ne veut pas savoir, notamment sur lui-même. » C'est à ce moment-là, en général, qu'on décroche. Lou, antenne locale limousine de Greta, se fera porte-parole aujourd'hui de cette dernière qui n'a malheureusement pas pu arriver à temps car la ligne de train Stockholm-Limoges a encore eu des perturbations, comme souvent. Lou donc vient nous parler de litécologie. Oui, j'ai peut-être inventé le terme. Mathilde, enfin, pour premier podcast, bienvenue. Experte dans l'art de faire croire qu'elle a la ref quand son directeur de mémoire fait des allusions sur des anecdotes de la Grèce antique. Enfin, chers auditeurs, chères auditrices, moi, saltimbanque de formation, et l'immense honneur d'animer cet épisode de Palimpseste. Je vous embarque aujourd'hui vers un sujet aussi vaste que le monde, un champ, dirait Antoine, d'innombrables possibilités. Nous allons parler de politique avec un S en littérature. Et donc j'aimerais juste commencer avec une citation d'un grand metteur en scène et directeur de théâtre allemand des années 20, Erwin Piscator. Il écrit dans son ouvrage Le théâtre politique « Maintenant je possédais ces moyens, et c'est encore ainsi que je vois aujourd'hui la seule possibilité à Berlin d'un véritable théâtre des masses. Pour la première fois, nous étions confrontés avec la réalité absolue, celle que nous vécûmes nous-mêmes. Et cette réalité présentait des moments de tension et des sommets dramatiques identiques à ceux que connaît le théâtre d'auteur. D'elle émanaient des émotions tout aussi violentes. À une condition, il est vrai, cette réalité devait être politique, au sens grec qui concerne tout le monde. Alors pour vous, ça veut dire quoi politique ? Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde. Ah, c'est vaste, hein. Vaste projet. Mais si on repart des origines de la Grèce antique, polis, c'est ce qui concerne la cité. Il y a deux mots pour politique et qui est peut-être pertinent de le préciser au départ. Il y a le et la politique. Après, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, plutôt aujourd'hui ? Ça va être plutôt la politique que le politique. Tu peux peut-être préciser la différence que tu fais entre les deux. Je pense que tu le préciseras mieux que moi. Et je jette encore sous le bus. Ta spécialité. Alors oui, tu fais référence à la distinction entre le politique, c'est-à-dire... d'ailleurs, je pense que tu confonds les deux. Parce que je crois que le politique, c'est ce qui est politique, donc ce qui concerne tout le monde, alors que la politique, c'est la politique politicienne, le jeu partisan. Ah oui, d'accord, ok. Bah, je confonds les deux. Comme Antoine, je pense que c'est le politique dont on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que le politique ? Pour rebondir sur Ximista, je pense que c'est l'administration de tout le monde dans une société donnée, faire en sorte que toutes les idées et toutes les divergences qu'il peut y avoir entre tout le monde puissent s'accorder pour bien vivre. Mais en tant qu'anarcho-communiste, pour moi, le politique, ça serait une lutte d'intérêts. Cette lutte d'intérêts s'organise en deux grandes classes qui luttent l'une contre l'autre pour faire valoir ses intérêts et peut-être remporter du coup la lutte politique. Mais ça, c'est vraiment une vision très marxiste du politique et c'est pas la seule qui existe. Mais il y a quand même cette idée dans le politique d'une lutte des idées qui a un retentissement concret dans la vie des gens, quoi. Le politique, c'est à la fois, ouais, c'est ça, c'est un exercice de l'esprit qui est censé avoir des conséquences sur les corps. Et donc la littérature participerait de Voilà. cette lutte intellectuelle ? Vu que la littérature est une œuvre de l'esprit, est-ce que la littérature a une capacité à jouer sur les corps ? Est-ce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'introduis. Tu as la réponse à cette question à travers les ouvrages que tu veux nous présenter aujourd'hui. Alors moi j'en ai deux, et en fait il y en a un qui est évident par rapport au sujet parce que ça traite directement, en fait c'est une dystopie, donc une dystopie ça parle beaucoup plus frontalement de politique et le lien entre la politique et la littérature se fait plus simplement. Et un autre qui est plus un polar fantastique, où le lien est peut-être pas si évident que ça, mais il est intéressant. Donc le premier ça va être pour ma part La zone du dehors de Damasio,
Et le second, ça va être Le Nuisible de Serge Brussolo. Et les vôtres, c'est quoi? Alors, moi, ce n'est clairement pas des dystopies, c'est plutôt des utopies, puisque je vais vous parler de Solarpunk. Donc, c'est un mouvement artistique, politique et tout ça. Et donc, je vais vous parler d'un ouvrage qui est éponyme, du coup, qui s'appelle également Solarpunk, qui est aux éditions Copie Gauche, et aussi de Psaume pour les recyclés sauvages, qui sont chez La Talente, qui est aussi dans cette catégorie de Solarpunk. D'accord. Moi, j'ai pas d'œuvre précise. Je vais me concentrer surtout sur un dramaturge que j'aime beaucoup, dramaturge préféré après Racine, qui s'appelle Michel Vinaver et qui a beaucoup travaillé sur le théâtre documentaire. Ok. Moi, je vais vous présenter ou je vais m'appuyer sur un des ouvrages que j'ai sélectionné pour l'écriture de mon mémoire, qui s'intitule en anglais The Silence of the Girls et qui a été traduit en français par Le Silence des Vaincus, écrit par Pat Barker, une écrivaine qui s'intéresse à l'histoire et notamment aux récits de guerre. Et voilà, il y a un peu de politique dedans. Est-ce que alors du coup, tu vas sûrement en parler après, tu peux juste nous dire l'intitulé de ton mémoire, si tu dis que ça a un rapport? Alors l'intitulé, c'est la réécriture de la guerre de Troie par 4 autrices contemporaines. Ok. Et toi Antoine, qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Alors j'avais l'embarras du choix. De manière tout à fait arbitraire, j'ai pris le dernier, à mon avis, qui correspondait dans mes lectures au thème. Alors je le montre à la caméra. Voilà, il est là. Il est Running magnifique. gag. Pour Britney de Louise Chenevière chez POL, paru l'année dernière, en 2024, qui est un texte sur le corps, justement. Le corps des femmes, donc le corps de Britney Spears en l'occurrence, mêlé à celui de Nelly Arcan, l'écrivaine prostituée, et celui donc de l'autrice Louise Chenevière, et à travers elle, des jeunes filles. Moi, je me faisais la réflexion que ça peut être intéressant, la confrontation entre les lectures de Lou et les miennes. Notamment parce que du coup, Lou se ramène avec des utopies et moi des dystopies. Et elle me fait non de la tête. Non, mais je comprends pas l'amour des dystopies. Pourquoi t'aimes pas les dystopies? En fait, je suis d'un naturel relativement pessimiste. Mhm. Et donc, lire un livre qui me rappelle à quel point notre situation actuelle est désastreuse et que nous allons droit dans un mur, me rend très peu heureuse. A contrario, les solarpunk, ça a le bénéfice de me dire « Ah, on est dans la mouise, mais on va trouver une solution et on va peut-être s'en sortir. » Du coup, c'est du techno-solutionnisme, le solarpunk? Non, souvent, il y a quand même un point de bascule. Et dans la plupart des livres, il y a un peu c'est nommé différemment, mais il y a ce thème genre pré-changement, après les humains, un autre temps en fait qui est souvent évoqué. Et donc c'est souvent un moment où, pour une raison XY, il y a un changement de façon de faire, de façon de vivre, qui fait que on s'en sort un peu mieux. Ça n'empêche pas que dans le solarpunk, on peut être dans des situations catastrophiques. Genre, enfin, le monde n'est plus celui qu'on a connu, et il peut être redevenu vivable et bien, comme il peut être encore un peu... C'est intéressant parce que l'utopie, c'est quelque chose de très ancré dans l'histoire de la gauche, avec les utopies socialistes, les choses comme ça. Et autour des utopies, comme des dystopies, mais plus particulièrement des utopies, il y a cette réflexion autour de comment pourrait être notre société si elle était plus juste, si elle était plus écologiste. En fait, c'est essayer d'imaginer une porte de sortie, ouais, comme tu dis, quoi. Un peu comme ça. La dystopie, c'est pas la même démarche. Oui, mais on prend quand même un contexte qui est le contexte actuel. On se dit pas ah oui, le solarpunk, si on était au Moyen-Âge. Non, c'est le solarpunk, ça commence forcément maintenant. C'est avec les connaissances qu'on a maintenant. Donc on peut trouver par exemple dans certaines nouvelles des histoires où les ultra-riches ont décidé d'aller coloniser Mars et donc sont partis avec un peu leur gang d'ultra-riches et quelques travailleurs qui ont pas eu de chance. Et ils sont partis sur cette planète et du coup pendant ce temps-là, t'as les gens sur Terre qui sont là à se dire bon bah nous comment on organise la vie maintenant que eux ils sont partis, comment on se redonne les droits, comment on crée une communauté, comment on crée une société, maintenant qu'on n'a plus les dictats en fait, des ultra-riches, puisqu'ils sont partis. Non, mais moi, du coup, j'ai une question, mais peut-être quand tu vas nous le dire pour la présentation, est-ce que le risque, c'est pas de créer d'autres ultra-riches où il y a une vraie volonté de briser le système Il y a une vraie volonté de répartir briser les le système. richesses. Dans une des nouvelles qui est dans Solarpunk, je vais essayer de vous trouver le titre, je crois que c'est dans celle qui s'appelle Révolution permanente. Comme ça, voilà, vous avez un peu une idée de la vibe.
Donc il y a du coup dans cette histoire-là spécifiquement un ultra riche qui est parti sur Mars. Il renvoie des vaisseaux sur la planète pour voir s'il y a encore de la vie et potentiellement revenir. Sauf que là, il y a un groupe de jeunes qui vont tomber dessus et qui vont régler le souci. Et du coup, on apprend qu'il y a un peu une phrase que tout le monde apprend, et donc qui est genre la santé pour les humains, la santé pour la planète, la santé pour tous. Et ils sont vraiment, du coup, ça fait partie de des phrases qu'ils apprennent à l'école, enfin c'est des mantras, c'est redistribution des richesses, accès à la culture pour tous. Donc il y a vraiment cette volonté de se dire, bon, on ne veut pas repartir dans nos travers passés. Pour rebondir sur ma dystopie, la zone du dehors de Damasio, ce qui est intéressant, c'est que on est dans une dystopie. Alors, pour le contexte, on est sur une, si je me souviens bien, sur une étoile, pas une étoile, pardon, une lune de Saturne, et il y a une colonie humaine qui s'est installée, et dans cette colonie, une société autoritaire et sécurisante s'est organisée, et en fait, elle est fermée à la zone du dehors. Donc, on a la zone du dedans, où se trouvent les humains, et la zone du dehors, qui est en fait le reste de la Lune, mais qui est inhabitable, hostile à l'homme, etc. Et donc en fait, il y a ces personnages-là principaux qu'on va suivre qui en fait aspirent à une utopie, à une nouvelle société, etc. Mais l'utopie vient dans un second temps. D'abord, on décrit une société dysfonctionnelle qui ressemble à la nôtre, mais juste on tire des traits un peu plus grossiers. Et on a des personnages du coup anarchistes pour le coup, et même révolutionnaires qui prônent la violence, l'acte violent, etc. Qui cherchent à retrouver une forme de liberté qui se trouve dans la zone du dehors, et qui aspirent à une forme d'utopie, mais en fait l'utopie dans ce livre-là amène une forme de liberté, mais aussi de danger. Et ils font ce choix conscient que la liberté, une société plus libre amène des dangers, mais ils font ce choix-là. Est-ce que Mathilde et Antoine, vous avez des pensées sur la dystopie et l'utopie ? Vous en lisez beaucoup ? Pas vraiment, tout ce qui est solar punk, ça, j'en ai jamais lu. Dystopie, j'ai dû lire quand j'étais ado tous les Divergentes, Hunger Games, tout ça, que j'avais trouvé très pertinent et que je trouve encore pertinent aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu un domaine littéraire que je ne maîtrise pas, et je suis très contente d'entendre tout ce qu'il peut y avoir dedans. Est-ce que Mathilde, tu veux présenter ton livre un peu ? Mon petit livre, oui. Au départ, je ne le connaissais pas avant de choisir mon sujet de mémoire. Et j'avais seulement lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui parle aussi de la guerre de Troie et plus particulièrement d'Achille et Patrocle. Et je ne sais pas exactement comment j'en suis arrivée à me dire je vais travailler sur la guerre de Troie. Mais en faisant des recherches, je suis tombée sur elle et sur d'autres autrices contemporaines qui en parlent, et qui en parlent autrement que les textes qu'on a eus de l'Antiquité et après des réécritures qu'il y a eu au fur et à mesure de l'avancée du temps. Et ce livre s'inscrit dans un mouvement de réécriture des mythes grecs qui se veut ou qui se fait marketer comme étant féministe. Et c'est cet angle-là que moi j'ai choisi d'étudier pour mon mémoire. Et quand on m'a proposé le podcast, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'échanger avec vous, parce que c'est quelque chose, qui m'interroge aussi, savoir qu'est-ce qui fait qu'un écrit est féministe, qu'est-ce qui fait qu'un écrit, du coup, est politique. Et je pense que Pat Barker est un bon exemple de qui dit qu'une œuvre littéraire est politique ou pas. Est-ce que c'est à l'auteur de le dire ou à l'autrice ? Parce qu'en l'occurrence, elle explique que pour elle, littérature et politique n'ont rien à voir ensemble, qu'elle ne se dit pas féministe et elle ne dit pas que ses œuvres sont féministes, et pourtant elle est considérée, elle est dans le package des autrices qui écrivent des mythes grecs. Une sorte de dissonance cognitive là. Ouais. Mais comment ça ? Je sais pas. C'est difficile de... séparer l'œuvre et l'artiste. Là, peut-être qu'on va rentrer dans le dur, mais c'est difficile de parler des... j'imagine de conditions de groupes sociaux, même si c'est de la littérature, sans considérer que tu fais un acte politique. Ou alors c'est juste que tu le nies. Ah non, je pense vraiment que tu peux ignorer que tu fais de la politique en faisant. C'est même le principe de la conservation et de la droite, à mon avis. C'est de tout dépolitiser, pas forcément consciemment,
mais juste de considérer qu'il y a des choses qui sont naturelles, qui sont de l'ordre de la tradition, de la culture, et qui du coup ne rentrent pas dans le champ de la politique. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une dissonance cognitive chez les gens de droite. Mais non, mais je dis ça. Non, mais il faut que ce soit conscient. Enfin, il faut qu'il y ait... Peut-être qu'il fallait juste rester à dissonance et pas ajouter cognitive. Ouais. Et surtout que alors je me permets de rebondir sur ce que Mathilde disait, c'est que je trouve, enfin c'est typique, donc, le fait de nier qu'on fait de la politique quand on est écrivain ou qu'on fait de la littérature, c'est typique du comportement des auteurs et des autrices qui appartiennent à ce que Bourdieu appelle le pôle de production restreinte, c'est-à-dire les écrivains légitimes. Et le fait de se séparer de la politique et d'essayer d'atteindre une forme de littérature pure, l'art pour l'art, voilà, toutes ces choses héritées des romantiques et du XIXe siècle, ça fait partie d'une stratégie de légitimation. Donc, voilà. En plus, comme c'est de la littérature de genre, plus ou moins, comme c'est plutôt de la littérature donc dominée, le fait de ne pas revendiquer l'aspect politique permet de s'extraire de cette domination et de passer de l'autre côté, entre guillemets. Oui. Parce que du coup, avoir l'image déjà de littérature de genre, mais en plus qui serait de la littérature militante, ça fait double stigmate. Absolument. Ouais, d'accord. Et de fait, elle serait moins lue si elle s'acceptait ou se disait clairement politique, c'est ça? Elle aurait moins de facilité à être reconnue par des instances de légitimation, par la critique, par les prix littéraires, par les universitaires. Oui, parce que là, c'est assez... c'est marketing, en fait, qui le range dans la catégorie féministe et tout ça. Et donc, c'est peut-être qu'elle veut s'émanciper aussi du carcan marketing et éditorial pour soit parce qu'elle veut être libre de soi, soit pour toucher à un plus vaste public et que des gens qui voient que cet ouvrage est marqué comme féministe ne vont pas forcément le lire. Alors que si elle se sort de ça, elle peut toucher plus de monde. Oui, bah en fait, elle est à la fois marketée comme étant dans la lignée de Madeline Miller, Natalie Haynes, et j'en oublie encore, et aussi à la fois dans la réception par les lecteurs et les lectrices quand ils font des petits retours, que ce soit sur Goodreads ou Babelio. Ils disent ce livre est féministe, c'est une relecture féministe de la guerre de Troie, ça fait du bien, ou alors au contraire ça ne fait pas tellement du bien aux originaux. Donc ouais, peut-être que, comme disait Antoine, c'est une façon pour elle de se démarquer, et de se démarquer encore des autres autrices qui sont dans la même bulle, enfin qui sont rangées dans le même tiroir, de dire si vous voulez lire sur la mythologie grecque par une autrice ou un auteur qui vit encore, piochez là-dedans et vous trouverez ce qui vous fera plaisir et ce qui répondra à vos attentes. Donc peut-être qu'elle veut aussi se sortir de cette boîte et dire moi je fais pas comme les autres. Oui, c'est malin d'un point de vue marketing, parce que justement c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'elle se vend comme ne faisant pas ça, mais si de l'autre côté la réception la ramène de ce côté-là, ça permet de jouer sur les deux fronts. Ouais. C'est très malin. Et puis les autres autrices, pour le coup, celles que j'étudie, se déclarent féministes et assument. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Après, c'est peut-être une question de génération parce qu'elle est beaucoup plus âgée que les autres autrices. Après, dans la littérature de genre, c'est pas récent qu'il y a cette distinction entre ceux qui veulent la légitimité et du coup sortir de ce carcan-là et ceux qui en fait y trouvent un certain confort. Et en fait, ça va faire écho à mon deuxième livre. Ça tombe bien. Donc Serge Beausolo. C'est pas du tout préparé en plus. Hein, non, c'est pas scripté. En impro total. Parce que, et du coup, je vais faire référence à Mathieu Le Tourneux. Et oui, faut peut-être que tu expliques qui est sur Mathieu. Qui est un chercheur, en littérature, et qui a travaillé sur la sérialité des œuvres. Et notamment, je vais m'appuyer sur un de ses articles sur la fin de la littérature populaire, qui, la littérature populaire dans les années 70-80, donc époque dans laquelle mon livre s'ancre, donc Le nuisible de Serge Beausolo, la littérature de genre et la littérature populaire va, exagérer les traits du point de vue éditorial, marketing, etc. Et en fait, il va y avoir vraiment une séparation qui fait écho à la guerre froide, où d'un côté, il y aura les auteurs de genre de gauche et les auteurs de genre de droite. Et avec aussi, des deux côtés, mais d'une façon différente, une revendication d'une liberté d'expression totale.
avec une sorte de décomplexion de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut raconter, etc. Et notamment dans mon livre, du coup, Le Nuisible de Serge Bossolo, le personnage principal, qui est un éditeur de polar célèbre, reçoit un courrier à son bureau qui lui raconte des manigances, notamment sa femme qui le tromperait, des choses comme ça, et des trahisons en cours qui sont susceptibles de lui arriver. Et quand il lui répond, il découvre que ce personnage-là ne lui veut pas du mal, mais du bien. Et il lui propose de se venger. Et donc ce personnage principal décide de se venger de la façon les plus violentes qui soit, les plus dégradantes. Et on peut, par exemple pour sa femme adultère, vous pouvez imaginer les pires trucs qu'il lui fait subir, il les fait subir. Et là, du coup, il y a quelque chose pour moi où c'est moins évident le lien politique que par exemple Damasio, où clairement on a une opposition entre des libertaires, révolutionnaires, anarchistes et une société autoritaire. Là, je trouve que la question politique, elle se trouve dans le message caché derrière la revendication d'une liberté d'expression totale. Est-ce qu'on peut plus rien dire ou pas, quoi? Mais... C'est un peu ça, déjà à l'époque. Voilà. Je hais cette époque. Je la hais. Et du coup, ouais, il y a ce truc de... on va faire écho à d'autres actualités, mais c'est-à-dire, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on peut se permettre de tout dire, et est-ce que c'est moralement juste de pouvoir se permettre de tout dire? Voilà. Et ça, c'est dans la diégèse du livre ou c'est dans l'interprétation? C'est dans mon interprétation, parce que justement, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que la moralité du personnage principal n'est jamais questionnée. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est le moteur de la narration, c'est en fait, il va essayer de découvrir qui se cache derrière cette correspondance. Mais en fait, la question morale derrière du personnage principal n'est pas prioritaire. En fait, il fait subir des choses horribles à son entourage qui était censé être fidèle. Et voilà, il fait ça par vengeance. Mais sa moralité, vraiment, c'est ensuite une question d'interprétation. C'est au lecteur de décider pour lui-même de la moralité du personnage. Ouais. Et où c'est qu'il positionne, quoi. Est-ce que c'est juste de se venger à ce point-là, comme ça, de cette manière Là, le livre se prononce pas là-dessus, quoi. Ça rappelle un peu la dark romance de l'épisode précédent. On fait des liens, hein. Mais ça rappelle L'étranger, surtout. De Camus. Il tue et on sait pas pourquoi. Je sais pas. Voilà, il y a une question aussi de positionnement des auteurs dans cette question de littérature et de politique, quoi. Comme l'a rappelé Mathilde, et comme mon livre fait aussi écho, c'est-à-dire comment on se positionne par rapport au sujet qu'on traite. Mais ce que tu disais au début de ton intervention sur la littérature de genre, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le polar également. Le polar qui était considéré donc, avant les années 70-80 comme de l'ordre de la paralittérature, donc ne faisant pas partie de la littérature légitime. Il y a eu vraiment une bataille rangée autour de la figure centrale de Jean-Patrick Manchette et du mouvement du néopolar, entre des auteurs qui étaient en quête donc, de légitimation, des gens comme par exemple Daniel Pénac, qui avait publié le début de sa série Malocène en série noire et qui est passé assez rapidement dans la collection blanche de Gallimard. Donc là, la démarcation est quand même assez évidente. Et des gens qui étaient partisans de rester vraiment dans des collections très spécifiques, de ne surtout pas aller dans les grandes maisons pour rester un espace de contre-culture dans le contexte post-68 art, etc. Donc, non, effectivement, la littérature de genre, c'est un endroit très politique. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que on avait commencé à aborder le sujet tous les deux par rapport au livre de Gisèle Sapiro, mais je me pose la question de savoir, est-ce que cette question se pose plus pour la littérature de genre ou pour la littérature blanche, en fait? La question de quoi? De politique? Du positionnement moral et politique de l'auteur. Par rapport à son œuvre. Ouais. Je sais pas s'il y a une différence entre les deux champs. Je sais pas. À titre personnel, je me suis jamais posé la question. Si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Hein. Et c'est bizarre parce qu'il t'a inclus dans la question, genre on en a déjà parlé ensemble. Alors, du coup, je reformule. Ce sera un épisode bonus. Je t'en ai parlé, tu m'as vaguement écouté. Non, mais le rapport entre l'œuvre et l'artiste est une question, ma foi, on pourrait en parler pendant des heures et je pense que c'est intéressant et tout ça, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de globalité ou de règle absolue, ça va être plutôt du cas par cas. Mais pour moi, une œuvre, on en discutera aussi si vous voulez après, mais est-ce qu'une œuvre hors sol, complètement
enfin, Déconnecté voilà, de la réalité peut-elle exister ou pas? Et à ce moment-là, est-ce qu'une œuvre complètement apolitique, déconnectée de la réalité de la relation entre les autres, juste du divertissement, peut exister? À mon avis, non. C'est un contresens de... Ça peut être un argument de vente. Les auteurs de best-sellers, en général, ils se revendiquent apolitiques pour vendre le plus possible. Ce qu'ils font du pur divertissement. Mais à mon avis, c'est faux. Je rejoins Antoine parce que je pense que rien que par exemple le choix de ton personnage principal, rien que de choisir, si je vais prendre un homme, une femme, et imaginons un personnage non binaire, mais là vraiment tu es politisé, on ne peut pas parler avec T'es toi. militante même. Ouf. Mais dans le cas déjà de prendre un personnage féminin, par logique, son point de vue sur le monde sera forcément différent de celui d'un personnage masculin. Ou sinon, c'est qu'on vit vraiment dans un monde parfait où il n'y a plus aucune différence entre les genres. Et dans ce cas-là, grand bien lui fasse. Mais actuellement, si ça se passait dans un contexte moderne, on ne pourrait pas normalement avoir exactement la même histoire en fonction du genre du personnage. Et en parlant de genre, est-ce que Antoine, tu veux présenter ton livre peut-être? Je peux tout à fait. Donc Louise Chenevière, jeune écrivaine, là pour le coup assez légitime, puisque POL, qui est une grande maison de littérature. Dans ce texte qui est pas un roman, mais pas non plus un récit, pas non plus un essai, donc c'est vraiment cette espèce d'hybridation que POL fait quand même pas mal, parce qu'ils avaient fait un peu ça aussi avec Triste Tigre de Neige Sino en 2023. Un texte très fort, dans lequel elle repense à son enfance, parce qu'elle était fan de Britney quand elle était petite. Elle a une trentaine d'années. Et avec le recul qu'elle a aujourd'hui, elle analyse comment la trajectoire de Britney Spears en tant qu'icône de la télé, plus en tant qu'artiste, a été vraiment réduite à son corps, avec évidemment l'épisode fameux des cheveux, mais plein d'autres épisodes de médiatiques que je ne connaissais pas, parce que j'avoue, ça m'intéresse pas trop, j'étais pas né ou Antoine trop jeune. n'est pas une fan de Britney Spears. Je ne suis pas fan de Britney Spears, non, tout à Il y fait. a un nom de fandom pour les Britney Spears? Ah, je sais pas. Je pense pas. Tu peux l'inventer du coup. C'est peut-être trop ancien avant qu'on donne des noms aux fans. Et du coup, elle croise cette trajectoire de Britney Spears avec celle de Nelly Arcan, donc, qui avait publié Putain. Et donc, elle racontait qu'elle était prostituée, c'était une écrivaine prostituée, et qui avait été notamment humiliée à la télévision par le fameux Thierry Ardisson, qui était un peu un spécialiste de ça, complètement réduite à son corps, etc. Ça non plus, je l'ignorais, j'étais trop jeune aussi. Et elle croise ces deux expériences d'artiste, donc femmes réduites à leur corps, avec sa propre expérience de jeune écrivaine, et en fait de jeune femme tout court, et le tout dans une langue qui est très intéressante. C'est un peu comme donc il n'y a pas de chapitre, les pages sont... Alors, l'objet livre déjà est très petit, vous ne pouvez pas le voir évidemment, mais très petit, avec des grandes marges. Ah oui, il y a quand même... Donc, il y a un peu une sensation d'enfermement dans le texte, il y a très peu de points, beaucoup de virgules, et donc on est entraîné dans la lecture. Et tout est justifié. Tout à fait. Blanc, ouais. Oui. Le pire ennemi. Très bel objet éditorial. Avec, donc voilà, une espèce de flot continu. Je peux en lire un extrait. La belle voix d'Antoine. Je peux en lire un extrait, il faut juste que je choisisse. Page 74. Nelly Arcan en avait fini par se pendre de toutes ces histoires-là. Nelly Arcan qui avait pour elle, virgule, l'intelligence et la poésie, virgule, mais dont la plus grande part de l'énergie avait été perdue, gâchée à cela. Comparait ses seins à ceux des autres femmes, à l'aune et sous la surveillance de ce regard-là, qui souvent traversait les yeux des garçons que l'on aimait, et ça faisait mal. Alors, c'est toujours un peu injuste pour ce genre de texte de couper, parce que vraiment, ça se lit très rapidement, c'est 130 pages, ça va très vite. Et c'est vraiment une longue... Très longue. Oui, très longue. Je ne trouve pas le terme, pas complainte, c'est pas un pamphlet non plus, mais c'est vraiment un déversement... Ouais. Parce que moi qui suis donc un homme, je n'ai jamais vécu ça. Enfin, je le conçois en théorie, mais enfin, je ne l'ai jamais vécu dans mon corps et dans ma chair. Donc c'est quand même une expérience un peu... Mais justement, est-ce que c'est pas un des rôles, ou pas rôle, mais en tout cas un des pouvoirs de la littérature. Ouais, en fait, je voulais dire pouvoir, mais je voulais trouver un autre mot, mais c'est pas grave. Mais pouvoir, ça marche très bien. Mais un des pouvoirs de la littérature, de justement nous faire vivre des expériences de point de vue que
dans le réel, on ne peut pas vivre. En tout cas, une sorte d'émulation de ces expériences-là. On peut pas vraiment le vivre, mais en tout cas, on peut essayer d'y raccrocher des affects, d'essayer de se mettre à la place d'eux. De travailler ton empathie, finalement. Ben, un peu, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le... Enfin, oui, ça peut être un effet secondaire, mais... Je dis pas que ce soit un but en soi de la littérature, un des buts de la littérature, mais peut-être un des pouvoirs qu'il peut avoir, peut-être. Mais je pense pas que ce soit une forme de finalité, mais... Enfin, comme tu dis, là, tu as découvert un point de vue sur... J'ai pas découvert. Expérimenté. Je sais que ça existe. Oui, mais tu l'as expérimenté peut-être au moins un peu. Ah non, j'ai lu un livre, donc c'est rien en fait. C'est vraiment, enfin, j'étais dans mon fauteuil à bascule à lire le livre. Donc Quel âge j'ai as-tu, rien Antoine ? vécu, j'ai rien expérimenté. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai juste Là, on lu. peut voir deux avis différents entre l'expérience de la lecture, où c'est juste des mots en noir et blanc, ou est-ce que c'est vraiment une expérience affective, de l'affect pour certains. Bah, en vrai, je pense que comme Lou a dit, en fait, peut-être ça se limite juste à travailler son empathie, hein. Mais je sais pas. Ou alors à imaginer... parce que tu vas pas le vivre, c'est sûr, mais juste ça peut t'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains ressentis que peut-être t'aurais pas conscientisé ou pensé ou même imaginé, même si toi tu le vis pas. Après, ça dépend des écritures. Des fois, même si on n'a jamais vécu la chose, quand c'est amené d'une certaine façon, on a l'impression de le vivre nous-mêmes. Mais ouais, je pense que je suis plus dans la team Ximista et empathie plus. Est-ce que tu as pleuré en lisant ce livre, Antoine, en fait ? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu as déjà pleuré en lisant un livre ? Oui. Lequel ? Hazelwood. One Piece, je pleure tout le temps. Hein. Ah ouais. One Piece, là récemment, là, les chapitres avec les retrouvailles, on va peut-être pas spoiler, divulgacher s'il y en a qui n'ont pas lu encore. Mais tous nos auditeurs qui nous écoutent. Nico Robin, j'étais en larmes. Oh là là. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que moi, à titre personnel, j'ai pas besoin de la littérature pour m'ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. C'est de l'ordre de l'autre chose. Bah, du coup, tu t'ouvres les yeux comment ? Avec des ouvrages de non-fiction et des choses comme ça, plutôt ? Ou en lisant le journal, en l'actualité. réfléchissant, en voyant ce qui se passe. En discutant avec des vrais humains ? Aussi, parfois. Ça lui arrive. Mais du coup, tu ne cales jamais une grille de lecture politique sur tes lectures de fiction ? Non. Enfin, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais instinctivement, je dirais non plutôt. Ok. Et toi, Ximista ? Tu veux qu'on en parle ? Enfin, je me suis jamais dit « Ah, c'est un livre de gauche » ou « Ah, c'est un livre de droite ». Enfin, à mon avis, c'est stupide de penser comme ça. En tout cas, ça n'a pas de sens dans la logique littéraire. Alors, dans la logique littéraire, peut-être, mais dans mon appréciation du livre, moi, ça joue. Ouais. En tout cas, ça peut jouer. Par exemple, là, Serge Brusselot, j'ai détesté. Parce que c'était de droite ? Non, parce que les actions sont horribles. Mais par rapport à son propos... Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de dire que on est libre de tout raconter, de tout écrire, et que, voilà, au-dessus de la morale, dégagé de... Et de se permettre qu'un personnage comme ça puisse avoir des actions sur, du coup, une femme, et que ce soit pas questionné moralement, mais c'est signifiant. Enfin, et moi, ça me bloque. Au niveau, mais même et en plus, du point de vue strictement littéraire, je trouvais que le livre, on avait envie de savoir la suite, ça se lisait vraiment bien, on avait envie de savoir... C'était un peu du voyeurisme en fait, dans un sens. Mais en fait, du coup, c'est ça qui me dérange, c'est-à-dire que du coup, ça rend la lecture désagréable. Pour moi, ça nuit à mon expérience de lecture, et du coup, ça joue dans l'appréciation littéraire que j'en ai. Mais je sais que j'ai mes biais. Et que voilà, mais c'est on va pas faire ta psychanalyse maintenant. Non, on va pas faire ma psychanalyse maintenant, mais je veux dire que je suis pas le seul à être biaisé. Par terre. On m'avait pas parlé de ça, hein. On n'a pas vendu ça comme ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, je pense, en tant que lecteur-lectrice,
de dire je me dégage de tous mes affects moraux, politiques, quand j'ouvre un bouquin. Antoine n'a pas d'ancrage moraux, en fait. C'est ça la réalité de cette conversation. Ce qui est faux d'ailleurs. C'est comme ça, on décale la psychanalyse sur quelqu'un d'autre et on fait le tour de la... Ce qui est très faux, mais... Et je dis ça alors que j'adore Lovecraft. D'ailleurs, on salue nos auditeurs du Vermont. Tu vois, comme ça, on Oui. continue à faire des Oui, refs à c'est nos des- précédents podcasts. Référence méta. Oui, mais c'est intéressant comme point de vue. Et du coup, il reste que moi en présentation. J'ai pas trop de transition, donc sans transition. On mettra un mais- jingle. Je hais cette époque. Je la hais. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Moi, je voulais choisir de parler du théâtre documentaire parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de prendre des formes, des sources déjà existantes, que ce soit des essais, des articles de journaux reliés à l'actualité, des sources historiques, des comptes rendus, des reportages, des interviews, que ce soit juridique aussi et historique, ça dépend du thème après qu'on veut en faire. Pour resituer un peu le contexte, Michel Vinavert a un parcours un peu intellectuel, en tant qu'intellectuel atypique, puisqu'il a commencé, il était président directeur général de l'entreprise Gillette de 1966 à 1980, donc pas du tout dans le théâtre, a priori, et tout Loin ça. des feux de la rampe, quoi. Voilà, c'est ça, et près des rasoirs. Mais il quitte son poste car, je cite, sur le plan de tout son être et de tout son parcours, c'était trop contradictoire entre ce que lui pensait et son statut de directeur général. Voilà, donc c'est patron contre les ouvriers. En plus, juste avant qu'il parte, il y a eu une grosse grève, gros mouvements sociaux, et c'était compliqué pour lui. Et donc dans les pièces les plus célèbres, on retrouve Les Coréens, La demande d'emploi, Les travaux et les jours, 11 septembre 2001, ou sa dernière œuvre, c'était Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou je parle vraiment... Ça ne me dit rien. Moi, pareil. Antoine, tu hoches la tête. J'ai entendu le nom déjà, mais Ok. je ne pourrais pas en parler. Ça marche. Donc pour chacune de ces œuvres, il s'appuie sur donc, des ressources historiques et juridiques. Et moi, je voulais vous parler plus précisément de 11 septembre 2001, parce que je trouve que c'est vraiment assez représentatif de son travail. Donc la pièce a été composée dans les semaines suivant directement les attentats, à partir de fragments, discours, reportages, magazines. Ce qu'il faisait tous les jours aussi, Michel Vinavert, c'est qu'il lisait le journal et il découpait directement dans le journal, et il a des centaines et des centaines de carnets de ça. Un Antoine, peut-être. Bah, il y a Lou qui pointe du doigt Antoine, parce qu'il a beaucoup de carnets. Il Mais a je crois pas que ce soit... 3 carnets sur la table. Mais je crois pas que ce soit des articles de journaux. Je n'ai rien découpé. Voilà. Ni personne. Je te vois trop découper les articles de journaux. Ma mamie fait ça, que je salue. Si elle... Petite dédicace. Non, et du coup, il a même écrit cette pièce en anglais pour être au plus près de la langue concernée. Et donc, il utilise ce qu'on appelle des effets de chorale, où il met à côté 2 ou plusieurs voix, et la juxtaposition des textes permet de créer un certain nombre d'effets de tension, de mise en rapport de système idéologique, voire d'ironie. Donc, je vais vous lire un exemple, c'est vraiment la toute fin de 11 septembre 2001. C'est la juxtaposition des discours de Bush et de Ben Laden. Donc, Bush. Bonjour, sur mes ordres, l'armée des États-Unis a commencé des frappes. Ben Laden. Voici l'Amérique frappée par Dieu Tout-Puissant en un de ses organes vitaux. Bush. Nous sommes soutenus dans cette opération par la volonté collective du monde entier. Ben Laden. De sorte que ces plus grands édifices sont pulvérisés par la grâce de Dieu, à qui va notre gratitude. Bush. Et nous sommes les amis de près d'1 milliard de gens qui pratiquent la religion islamique dans le monde entier. Ben Laden. L'hypocrisie a levé sur haut la tête, lamentant la perte de ces assassins qui ont joué avec le sang, l'honneur et les sacrements des musulmans. Bush. Nous sommes une nation pacifique. Ben Laden. Ils ont soutenu le boucher contre sa victime, l'oppresseur contre l'enfant innocent. Bush. Face à la nouvelle menace d'aujourd'hui, la seule façon de poursuivre la paix, Ben Laden, le vent du changement souffle, Bush, et de poursuivre ceux qui le menacent, Ben Laden, pour faire disparaître le mal, Bush. Le nom de l'opération militaire d'aujourd'hui, Ben Laden, je jure devant Dieu, Bush, et liberté immuable, la paix et la liberté l'emporteront,
Et ça finit donc Ben Laden, que Dieu nous protège, Bush, que Dieu nous bénisse. Et donc la pièce, donc, comme j'ai dit, clôt par cette confrontation dramatique entre les deux discours qu'ont prononcé Bush et Ben Laden, tous les deux, le 7 octobre 2001. On voit ici que les deux discours témoignent d'un retour au régime de la rhétorique performative cautionnant des actes violents à entreprendre ou entrepris, parce qu'on n'est pas sans savoir que les États-Unis, du coup, ont fait une contre-attaque. Et donc Michel Vinaver, bien qu'écrivain et dramaturge, n'a à proprement rien écrit, vu qu'il a pris que des bouts de plusieurs sources. Mais c'est son agencement de ces sources qui a fait ressortir la dramaturgie. Je pense que cette dernière est profondément politique, dans le sens de Piscator, qu'elle nous concerne tous, et c'est ce qu'on a dit globalement avec le politique. Et en tout cas, elle peut nous donner de la matière pour réfléchir et prendre du recul sur le discours politique qu'on peut entendre. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce genre de théâtre documentaire, ou en tout cas le fait d'utiliser différentes sources pour en faire de la littérature? Alors moi je connaissais pas du tout, mais ça a l'air... déjà l'extrait que tu as lu, il est assez fort, parce que il y a vraiment, donc là, vraiment deux camps qui s'opposent avec les idéologies qu'on connaît tous et toutes, je pense, et la justification à chaque fois, ou l'appui d'un dieu pour appuyer des actions qui sont ce qu'elles sont, et qui ont emmené à la mort de tellement de personnes. Je pense que c'est intelligent de sa part de mélanger les deux discours, parce qu'il y a des gens qui soutenaient, et qui soutiennent encore les gens qui pensent à faire des attentats, et il y a des gens qui soutiennent encore les gouvernements, et je pense que c'est bien aussi d'avoir mis ces deux, l'un à côté de l'autre, pour voir qu'ils se répondent et qu'ils ont un même but. Finalement, c'est d'exister, de faire exister ce qu'ils pensent, par tous les moyens possibles, qu'ils soient moralement acceptables ou pas. Et alors, est-ce que la littérature vous aide à réfléchir, ou en tout cas à alimenter votre culture politique ou votre réflexion par rapport aux événements politiques, l'actualité ou des choses comme ça? Non, moi non. Ça va être vraiment de la non-fiction, le journal, des choses comme ça, un travail de recherche d'informations, des choses comme ça, ou même de la formation militante ou des choses comme ça, politique, une formation politique. Mais la littérature, moi, ne m'apporte pas ça. Ok. Mais je considère que ça peut être un bon outil, par contre, pour ouvrir cette porte à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le sujet. Par exemple, quelqu'un qui ne s'intéresse pas ni à l'écologie, ni à la politique de manière générale, je trouve que les livres, dans ce cas-là, par exemple, de Un psaume pour les recyclés sauvages, qui est un livre qui se lit très facilement, permet quand même d'offrir une vision, un petit bout de politique qui peut après faire son petit bonhomme de chemin chez la personne, qui peut se dire ah effectivement, là elle dit ça, effectivement moi j'ai jamais pensé ça, est-ce que moi aussi je veux remettre en cause ces choses-là? Et est-ce que tu peux nous en parler du coup un peu plus de ce livre? Donc c'est écrit par Becky Chambers, et le personnage principal est un personnage non binaire. Donc déjà, il n'y a pas de féminin masculin pour ce personnage. Et on suit un personnage qui souhaite changer de profession. C'est-à-dire qu'elle est moine, et elle décide d'aller sur les routes en campagne pour devenir moine du thé. Alors, faut pas poser trop de questions, mais grosso modo, cette personne prend la route et s'arrête dans les villages pour prendre le thé et écouter les problèmes de chacun et les aider en fait à changer un peu de mood, leur permettre de sortir de leur quotidien. Et à travers ce voyage, elle va aller rencontrer des gens, et subitement, maintenant qu'elle a déjà quitté sa profession, elle se dit « Ah, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans les forêts ?» Et en fait, ce monde est un monde, comme je le disais, il y a un monde pré-transition, où en fait les robots ont un peu pris, se sont émancipés, et ils ont divisé la Terre en deux, c'est-à-dire qu'il y a des forêts qui sont maintenant les zones des robots, et les humains sont obligés de rester dans leur petit village pour arrêter de tout détruire sur leur chemin. Et donc le personnage qui s'appelle Dex décide de partir dans la forêt sur un coup de tête, et va se retrouver dans des situations horribles parce que sa petite charrette ne passe pas les lieux. Bref, je m'égare, et elle va tomber sur un robot.
et va arriver une confrontation où c'est-à-dire que le robot a une mission, c'est de demander aux humains ce qu'ils désirent, de quoi ont-ils besoin. Et c'est une question qui est quand même très particulière et à laquelle on ne peut pas répondre. Enfin, vous pouvez peut-être, moi je ne peux pas. Et donc Dex et ce robot vont interagir et confronter au fur et à mesure un peu leur point de vue, leurs doutes, parce que ce robot n'est pas binaire avec seulement des réponses oui-non, il est capable de réflexion, même si on pourrait dire que c'est un peu un personnage neuroatypique, il y a plein de moments où il ne comprend pas trop la société en tant que telle, ou il va être vachement plus fasciné par un scarabée par terre que parce qu'il est en train de lui raconter Dex. Et donc c'est un diptyque, et donc je vais un petit peu divulgacher, puisque dans le second tome, du coup, le robot et Dex reviennent dans les sociétés humaines, et le robot va donc évidemment poser sa question de quoi avez-vous besoin? Et donc tout le monde est un peu pris au dépourvu, mais au bout d'un moment, tu as des gens qui vont lui dire moi j'ai besoin qu'on répare ma porte, parce que c'est la première chose qui leur traverse l'esprit, c'est là mon problème, ma porte ne ferme plus. Et donc le robot va se mettre à les aider pour des tâches quotidiennes finalement. Et Dex va se demander si finalement on ne revient pas au problème précédent, c'est-à-dire l'exploitation de ces robots. Et est-ce que vraiment dans cette question de quoi a-t-on besoin, est-ce que c'est vraiment ça la réponse que l'on cherche? Et donc il va y avoir une nouvelle réflexion sur tout ça et sur notre place dans l'univers. Cette point de vue, je trouve, est super intéressant pour se rendre compte que la façon dont la vie est codifiée dans ce livre n'est pas du tout la même que maintenant. On n'est pas autant sur un système, on va dire, productiviste et tout ça. Là, on est vraiment sur un système où les gens se disent, ok, il faut qu'on produise des choses, mais on n'est plus dans le principe de se dire, on va produire plus que nécessaire. On se restreint beaucoup plus. La décroissance. Une société pré-capitaliste, finalement. Oui. Et il y a un système aussi de décroissance. Il y a un système de monnaie qui est différent. En gros, on paye avec des services, ce genre de choses. Donc, je trouve que le concept est sympathique et permet de se dire, effectivement, en fait, on n'est pas obligé de fonctionner exactement comme on fonctionne maintenant. Il y a d'autres modes de vie qui pourraient être possibles, même s'ils ne sont pas forcément applicables à grande échelle. Ils pourraient être au moins applicables sur des petites communautés ou des localités. Si tu as envie de dire quelque chose, vas-y, Antoine. Non, pas spécialement. D'accord, je sais pas. Tu avais l'air de la réflexion. Oui, non, mais en fait, je cherchais à faire une blague sur cette histoire de moine du thé, mais non. C'est un peu entre le coach de développement personnel, le psychanalyste ambulant. Ouais, mais je trouve un ça métier à inventer finalement. Mais c'est super intéressant. Je vous recommande. Je pense que c'est un bon métier, un plan B de carrière. Même. Si l'édition ça Moine fonctionne du pas. thé. Ah ouais. Pour toi, Mathilde. Si je trouve un stage en tant que moine du thé, je le fais tout de suite, moi. Mais en plus, il y a différentes divinités. Il y a genre la divinité de l'ours, et en fait, c'est les gens qui vont apprécier le confort, ce genre de choses. Et chaque divinité a différents préceptes, mais ça ne les force pas à faire des choses. C'est juste, ils vont se dire, ah oui, c'est vrai que moi, j'aime le confort, donc je vais réfléchir en fonction de comment faire ma vie la plus confortablement possible. Et c'est vraiment très très drôle comme livre, de mon point de vue. Okay. Et tu en parles très bien. Mais moi, ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire, j'ai encore plus envie de le lire. Là. Il a reçu des prix, voilà, si ça peut être un argument de vente. Écrivez-nous si vous avez aussi envie de lire Psaume pour les recycler sauvages. Mais pour aller encore plus loin dans la question d'Amélie, est-ce qu'il est même juste de demander à la littérature d'avoir un impact un impact politique sur nos vies, quoi. Est-ce que c'est est-ce qu'on aurait intérêt vraiment à exiger ça de la littérature? Je sais pas, parce que il me semble que c'est déjà suffisant de créer et de revendiquer cette liberté de créer, donc là pour le coup la littérature, mais de l'art de manière générale, parce que dans le monde il y a des régimes politiques qui existent qui restreignent cette liberté-là, mais c'est pas parce que du coup on vit nous aujourd'hui dans une société ou dans un régime qui autorise quand même de créer que en fait créer n'est plus un acte politique, c'est une revendication d'une liberté et c'est encore plus fort bien sûr pour les personnes qui vivent dans des régimes autoritaires qui restreignent cette liberté-là, mais déjà rien en tant que tel l'acte de création est un acte politique, quoi. Même si c'est pas conscientisé, même si au final on veut écrire la chose la plus banale qui soit, la plus hors sol, la plus détachée du politique, la plus apolitique, créer dans un monde où on peut nous retirer cette liberté-là est déjà un acte politique en soi, quoi. De manière plus générale, par
parler comme un marxiste, il faut réussir à créer les conditions matérielles et socio-économiques de possibilité de création des œuvres. Parce que oui, effectivement, sinon... Et encore, on n'est pas encore là, mais... Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais Tout le monde ne peut pas écrire et tout le monde ne peut pas être publié. C'est deux choses... Non, mais je me disais, tu reprendras bien une petite dose d'utopie, toi aussi, tu vois, genre... Non, mais c'est vrai que, en fait, ce que tu dis est vraiment pertinent, parce que moi, je suis parti dans mon truc de... on a un régime qui autorise la création, mais en fait, il ne faut pas simplement l'autoriser, il faut aussi donner les conditions aux gens de pouvoir créer. Et c'est vrai que, du coup, même si techniquement, dans les faits, tout le monde pourrait écrire et être édité, matériellement, cette liberté n'est pas partagée par tous et toutes. Donc ça, c'est que du point de vue du droit d'auteur, ce qui est encore une autre question. Je viens faire ma propagande pour Copie Gauche, qui est la maison d'édition qui a publié Solarpunk. C'est toujours des recueils de nouvelles, c'est quasiment toujours des primo-auteurs. Et donc c'est toujours avec des appels à manuscrits sur leurs réseaux sociaux, même si dernièrement ils sont en train de quitter un peu toutes les plateformes parce que voilà, les plateformes actuelles sont défaillantes. C'est cela. Mais ils ont dans leur objectif de rémunérer au mieux les auteurs. C'est-à-dire que du coup je crois que tous les auteurs sont rémunérés à 15%, ce qui est quand même énorme pour une petite maison d'édition qui publie qu'un seul livre par an. Ouais. Et du coup, On rappelle que la moyenne c'est 5 à 8% pour 5 à 10, allez. Voilà. Si on est généreux. Voilà. C'est ça, donc 15% c'est énorme et ils essayent de prendre en compte l'impact écologique de leur livre lors de la fabrication. Même s'ils l'écrivent eux-mêmes sur leur livre, c'est une fois que vous avez fini de le lire, offrez-le à quelqu'un parce qu'on ne peut pas être vraiment 100% écologique sur la production de livres. Mais pour rebondir sur ce que tu dis Lou et sur ce qu'a dit Antoine, même sur les critères littéraires, c'est-à-dire ce qu'on estime être bon du point de vue littéraire, et signifiant politiquement. Parce qu'en fait, c'est sur des critères qui sont maîtrisés par une certaine partie de la population. Tu parles de la légitimation, là ? Mais je parle du fait que ce qu'on estime être bon du point de vue littéraire, c'est en fait une façon d'écrire qui appartient à une élite. Le style, un bon style, en tout cas pendant longtemps, se rapprocher de la façon de communiquer, de s'exprimer d'une certaine forme d'élite. Peut-être aujourd'hui on a des formes plus diversifiées de littérature, mais c'est un langage qui est maîtrisé que par une élite, le langage littéraire de bonne qualité, primé, etc. Enfin, il me semble. Je sais pas ce que... Je suis pas complètement persuadé de... Ouais. Bah, surtout avec Wattpad et tout ça. Ah oui, mais c'est pas... On sort du légitime. carcan. Ouais, mais c'est pour ça que... littérature, Mais après, il a dit des termes qu'il voulait dire qu'il prenait pas en compte Wattpad. Mais après c'est vrai que, comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a peut-être plus c'est peut-être plus diversifié dans les registres... En fait, tu penses à quelle époque ? Mais ouais, mais en fait, c'est ça. Il y a Céline, qui est quand même un des grands monuments de l'histoire littéraire. Oui. Mais en fait, je pensais... Louis Ferdinand, hein, pas Céline Dion. Oui. Pour nos auditeurs qui me prendraient en compte. Mais en fait, même pour aller jusqu'au bout de ma pensée, je pensais au fait que en France, on publie en français. Et ça depuis toujours. Et même à une époque où peut-être ta première langue maternelle n'était pas le français, mais des langues régionales. Oui, mais cette époque-là, ce n'était pas tout le monde qui lisait, c'était une élite une fois de plus. Et puis il n'y avait pas l'imprimerie. Si. Bah si. Bah 19e siècle. Oui. Mais non, mais sur le fait que du coup la littérature, pendant longtemps et encore aujourd'hui, et le fait de pouvoir écrire et avoir cette liberté-là appartient à une élite, quoi. Dont les langues régionales, élite, c'est ceux qui maîtrisaient le français, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais... Donc tu regrettes qu'il n'y ait pas plus d'ouvrages de littérature dans les langues régionales, que tout le monde ne peut pas s'exprimer Tu peux pas dire que les gens qui parlent français, c'est une élite. Enfin... Non, mais c'est juste qu'à l'époque, c'était le cas. Mais aujourd'hui, c'est tout. À quelle époque ? Au 19e siècle. Avant que le français se démocratise. Enfin, en tant que langue maternelle. Mais même, en fait, je dis ça, mais c'est pour grossir le trait, mais encore aujourd'hui, la maîtrise du français, c'est pas quelque chose qui va de soi dans toute la population, et la maîtrise de la langue à l'écrit. Oui, ça je suis d'accord, mais une élite, non. Enfin, l'élite, t'as vraiment la notion de toute petite minorité, quoi. Bon, ben, le mot élite n'est pas bon, alors. Un groupe dominant, ça te va mieux. Oui, non mais oui.
Tu veux dire qu'on parle tous très mal et qu'il n'y a qu'un groupe qui parle très très bien? Non, je veux dire que nos critères d'évaluation de la qualité littéraire est peut-être biaisé par... L'Académie française? Ouais, entre autres, ouais. Mais après, je pense que c'est à nous aussi de savoir faire la différence. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une élite intellectuelle et littéraire qui est dans ses petits bureaux et qui dit bah ça c'est de la bonne littérature, ça c'est un bon auteur, ça c'est une bonne autrice. Enfin, je pense que nous, en tant que lecteurs et lectrices, on peut passer outre et se dire ça reste leur avis. Après tout, c'est des humains comme les autres. Ils ont peut-être plus étudié la stylistique, savoir comment on écrivait bien, comment il y avait un bon flow continu et comment savoir placer les mots. Mais je pense qu'on peut réussir à se défaire de ces gens-là. Enfin, j'espère en tout cas qu'on peut réussir à se défaire, à se dire c'est pas parce que j'ai pas été primé par telle personne ou pas été adoubé par telle critique littéraire historiquement reconnue comme étant je sais pas trop quoi. Oui, d'ailleurs, c'est pas les plus reconnus par cette élite que tu pointes qui se vendent le mieux. Enfin, aujourd'hui, déjà, il y a eu une grosse évolution de la langue évolue sans cesse et tout ça. Et t'as des voies de légitimation secondaire, quoi. Aujourd'hui, on a quand même une relative grande liberté d'écrire dans le français qu'on souhaite. Enfin, vous me dites... Non, je suis d'accord. Ok. Et puis après, je sais pas, enfin, j'écris pas, enfin, j'ai pas volonté d'écrire quoi que ce soit, mais je pense pas que tout le monde souhaite rentrer dans les petits papiers de l'Académie française ou veuille rentrer chez Gallimard ou même soit au courant. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est assez facile d'écrire, de prendre son ordi ou sa plume. Après, c'est pour se faire éditer, mais là, c'est une autre histoire aussi. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Tous ceux qui veulent changer le monde. Pour conclure notre épisode de Politique en littérature, on a parlé de le politique, la politique, on avait de très bons livres, de très bonnes recommandations. Donc j'invite nos auditeurs à pouvoir se pencher sur ces livres. Et est-ce que, chers invités à cette table, vous avez d'autres recommandations de lecture en lien avec notre sujet, ou non, comme vous voulez? Oui, alors j'ai plein de recommandations, mais je vais en faire qu'une seule. Et alors ça tombe très bien que Mathilde soit là, parce que je pense que ça va particulièrement m'intéresser. J'ai lu récemment un beau livre, je pense que c'était la première fois de ma vie que je lisais un beau livre. Ça s'appelle L'Odyssée au Louvre de Barbara Cassin, qui est une philosophe, philologue, une grande helléniste, spécialiste des présocratiques, de Parménide, tout ça. Et donc c'est en fait un cycle de conférences qu'elle a donné au Louvre. En fait, elle lit Homère et elle lit l'Odyssée en tant que philosophe. Et c'est vraiment absolument passionnant. Elle montre, à partir de 5 épisodes fameux de l'Odyssée, alors je les ai pas sous les yeux là, mais il y a le Cyclope, les sirènes, le retour à Ithaque, Circé et Calypso. Elle analyse en fait comment Ulysse, qui est donc le héros originel de l'épopée, du mythe, etc., peut en fait être assimilé au héros de la philosophie, qui est le logos, l'ontologie, l'être, tout ça. Et donc c'est absolument passionnant. Je sens que ça vous passionne pas du tout autour de la table. Tout à fait. C'est des très belles illustrations, donc à partir des vases grecs de la galerie Campana au Louvre, c'est super. Puis Barbara Cassin est vraiment une femme formidable, d'une érudition impressionnante. Moi, c'est 20 000 ans ou la grande histoire de la nature de Stéphane Durand, chez Actes Sud Monde Sauvage. Et je pense que ça peut avoir un lien avec le politique et comment on se voit en tant qu'être humain, parce que donc il retrace les 20 000 ans de l'histoire naturelle de la France et comment le pays s'est construit, les fleuves, les animaux et notre rapport aux vivants en général. Et je pense que c'est une lecture qui devrait être beaucoup plus connue, donc je vous invite à le lire fortement. Alors moi, je vais vous parler d'un manga, Moriarty the Patriot, de Ryosuke Takuchi. Donc c'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais du point de vue de Moriarty, donc le vilain, the villain. Je trouvais ça intéressant par rapport aux politiques parce que il y a une vraie idéologie derrière le personnage qui... donc on est dans l'Angleterre, on va dire, à son sommet, où elle a énormément de colonies et c'est la puissance de l'Empire britannique. Moriarty a une vraie volonté de renverser le système dans son entier
et d'éliminer les nobles, on va dire les mauvais nobles. Éliminer au sens... comme le livre de Ximista, hein. Tout ce que vous pensez de pire, il le fait. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme point de vue, comment, voilà, l'enjeu de cette série, je pense, j'ai pas fini, c'est comment renverser un empire en entier avec une idéologie de partage pour tous. Tu veux nous apprendre à faire des coups d'État ? Eh bien, Moriarty tente, et donc voilà, si ça vous intéresse... Ma recommandation, c'est donc une lecture que Antoine m'a conseillée, qui est un livre de Gisèle Sapiro, qui est sociologue de la littérature. Élève de Bourdieu. Ah, voilà. On en revient toujours à On lui. y revient, Et qui se pose une question qui revient souvent dans les débats. Peut-on dissocier les œuvres de leurs auteurs ? Et en fait, elle prend des études de cas et elle traite le sujet au cas par cas. Et en fait, voilà... Comme l'a dit Amélie dans le début de podcast, c'est une question qui demande souvent plus de cas par cas que de grandes règles générales appliquées. Et c'est très intéressant pour s'armer sur ce sujet-là. Et enfin, Lou. Alors moi je vous laisse le choix entre 2 mangas, parce que j'aime que les trucs calmes. Du coup, Le chat qui rendait l'homme heureux, ou Irayasumi. Mais sinon je peux simplement vous donner le nom de l'auteur des chats. Ok. Donc Le chat qui rendait l'homme heureux, c'est de Umi Sakurai, et du coup, c'est l'histoire d'un vieux monsieur dont la femme est décédée et qui va finir par adopter un chat alors qu'il n'a jamais voulu adopter de chat. Et donc c'est sur cette relation avec le chat et le vieux monsieur, et comment l'un et l'autre se procurent de la joie et du bonheur. Voilà, je vous le recommande, c'est très sympathique. Ça a l'air trop pipou. Je crois qu'Antoine, il va le prendre. Il sourit. Est-ce que les chats sont pipous dans le manga ? Alors c'est vraiment un gros chat, et tous les gens qui voient le chat se disent ce chat est super moche, mais le vieux monsieur se dit non, il est juste parfait. Oh. Et voilà, c'est vraiment trop mignon. Eh bien, c'est une très bonne fin de finir sur cette œuvre. Merci à tous, et on se retrouve dans un prochain épisode. Normalement, ce sera sur les enquêtes et le polar, et on aura un club lecture aussi. Donc, Restez connectés. Bisous. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Croyez donc appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. C'est quoi un flop finalement ?